Saviez-vous que le nom orchidée venait du grec ancien orchis qui signifie testicule? Les orchidées qui poussent en Europe, et les premières à avoir été décrites, possèdent une sorte de bulbe souterrain ou tubercule dont la forme rappelle celle d'une couille. C'est une anecdote assez cocasse, mais je peux vous assurer que ce n'est pas la seule particularité que l'on trouve chez ces plantes. Bonjour à tous, c'est Siliaris, et aujourd'hui on va parler botanique et se demander en quoi les orchidées se différencient des autres plantes à fleurs. Avec près de 30 000 espèces, les orchidées ou orchidacées forment l'une des familles les plus prolifiques parmi les plantes à fleurs ou angiospermes. Elles sont présentes partout dans le monde, sauf dans les zones désertiques, mais semblent préférer les forêts humides de la zone intertropicale. Et c'est justement chez ces orchidées tropicales qu'une première particularité vient les différencier de la plupart des autres plantes, et ce concernant leur mode de vie. Si je vous demandais de me décrire une plante, il y a fort à parier que la majorité d'entre vous imagineront, parmi d'autres détails, des racines bien ancrées dans la terre. C'est vrai pour la majorité des plantes, mais pas pour 70% des orchidées qui ont adopté un mode de vie dit épiphyte. En clair, c'est une plante qui pousse sur une autre plante et surtout sur des arbres. Et si vous vous demandez pourquoi des plantes ont choisi de se fixer sur d'autres plantes, la réponse c'est que les épiphytes vivent dans des forêts denses où la compétition est très forte pour occuper l'espace ou pour atteindre la lumière. Mais justement, puisque vous êtes très curieux et qu'on parle d'adaptation, vous allez vous demander si le mode de vie épiphyte a influencé les orchidées d'une quelconque manière qui soit. Et la réponse est oui, c'est une question tellement pertinente. Je parle tout seul. Il y a effectivement un certain nombre de choses qui diffèrent, et la première concerne encore une fois les racines. Souvent plus épaisses que celles des plantes géophytes et dépourvues de racines secondaires, les racines d'orchidées sont d'apparence lisse, bien que pourvues de petits poils minuscules leur permettant de s'agripper aux surfaces solides, d'où leur capacité à s'accrocher aux arbres. Une gaine protectrice blanche constituée de cellules mortes, le vélamen, empêche aux racines de se dessécher et absorbe l'eau telle une éponge. Si on mouille le vélamen, il devient transparent et laisse apparaître un tissu vert permettant aux racines de pratiquer la photosynthèse, fonction normalement assurée au niveau des feuilles. Puisque les racines sont exposées à la lumière, certaines orchidées se sont adaptées en transférant la fonction photosynthétique vers les racines, si bien que chez certaines espèces d'orchidées, il n'y a plus de feuilles et les racines deviennent multifonctions. Elles absorbent l'eau et les nutriments comme elles sont censées le faire à la base et effectuent aussi la photosynthèse à temps plein. Pour ce qui est de la tige et des feuilles, les orchidées se rapprochent globalement des autres plantes à fleurs. Elles peuvent être monopodiales et ne développer qu'une seule tige sans ramification comme les Phalaenopsis, ou bien sympodiales avec une tige qui en produit plusieurs autres, comme c'est le cas pour d'autres orchidées épiphytes comme les Cattleya, les Dendrobium, les Oncidium, etc. etc. Et c'est justement chez ces orchidées sympodiales que l'on retrouve des tiges modifiées et épaissies appelées pseudobulbes ou cannes, jouant un rôle de réservoir nutritif pour la plante. Oui, parce que trouver des nutriments accrochés dans un arbre, ça doit être plus compliqué que les trouver dans la terre, donc vaut mieux les conserver. Et s'il y a bien un domaine où les orchidées se sont distinguées, c'est la reproduction sexuée. La fleur y joue sans surprise un rôle central et sa première particularité vient de l'un de ses pétales, le labelle, dont la forme est très différente de celle des autres. Son rôle est de servir de piste d'atterrissage pour les animaux pollinisateurs, principalement les insectes. La fécondation via les animaux est la stratégie reproductive principale des plantes à fleurs, c'est ce qu'on appelle la zoogamie. Cependant, cette stratégie a été poussée si loin chez les orchidées que des phénomènes de coévolution sont apparus, avec des plantes qui ne peuvent être pollinisées que par une seule espèce d'insecte, voire une seule espèce d'insecte qui ne peut polliniser qu'une seule plante. Si vous vous souvenez du schéma classique d'une fleur, normalement on devrait plus ou moins bien distinguer les organes reproducteurs mâles, ce qu'on appelle l'androcée, et les organes reproducteurs femelles, appelés le gynécée. Sauf que chez les orchidées, androcée et gynécée ont presque totalement fusionné pour former qu'un seul organe reproducteur, le gynostème. Situé au-dessus du labelle, le gynostème a placé idéalement ses parties reproductrices de telle sorte que l'insecte soit obligé de s'y heurter pour accéder au nectar. La partie mâle se trouve à l'extrémité du gynostème, elle forme une loge, l'antère renfermant des grains de pollen amassés tous ensemble dans ce qu'on appelle des pollinies. Au moindre contact, l'antère se déloge et projette les pollinies sur le dos de l'insecte dans l'espoir que celui-ci aille féconder une autre fleur. Pour ce faire, les pollinies doivent se loger dans la partie femelle apparente, le stigmate, qui se trouve plus en arrière en dessous du gynostème. L'étape suivante, c'est la fécondation. Elle a lieu dans l'ovaire qui, chez les orchidées, s'est allongé pour prendre la place de la tige portant la fleur.
Les ovules fécondés se développent pour former des graines, tandis que l'ovaire les accueillant se développe lui aussi pour former un fruit appelé capsule. Normalement, les plantes à fleurs effectuent ce qu'on appelle une double fécondation. Elle permet la formation d'une graine avec un embryon et une imposante réserve nutritive appelée albumène. Ici, la double fécondation et donc la formation d'albumène n'a pas lieu et les orchidées produisent des centaines de milliers, voire des millions de toutes petites graines dépourvues de réserve. Et lorsque la capsule s'ouvre, les graines sont dispersées par le vent, c'est ce qu'on appelle l'anémochorie. Seulement, vous vous demanderez peut-être comment l'embryon d'une orchidée peut se développer seul, et la réponse c'est qu'il ne peut pas. Pour permettre la germination, l'intervention d'un champignon est essentielle car c'est lui qui va apporter les nutriments nécessaires au développement de la petite pousse d'orchidée. Il y a tellement de conditions à remplir pour permettre la germination que très peu de graines y arrivent et c'est pour cette raison que les orchidées en produisent autant. Mais la reproduction sexuée n'est pas la seule manière pour les végétaux de se multiplier. Il y a aussi la multiplication végétative qui pour les orchidées se manifeste sous la forme du kéki, une sorte de clone, une petite plante avec des feuilles et des racines qui se développent directement à la surface d'une plante. Donc si on résume, les orchidées se différencient de la plupart des autres plantes par leur mode de vie épiphyte, des racines capables d'effectuer la photosynthèse, des organes de réserve spécifiques, un organe reproducteur unique, et des graines toutes petites sans réserve nutritive. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous l'avez trouvée instructive. Je compte vous en proposer d'autres sous ce format. Après, vu que je débute, il y a des chances pour que le format change un peu, parce que bon, il faut bien évoluer à un moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, faire des remarques, poser des questions. Je prends tout. Moi, je prends tout. D'ici la prochaine, portez-vous bien. À très bientôt. C'était Siliaris. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à parler. Et surtout, n'oubliez pas l'information principale, les orchidées, c'est des plants de couilles.